Au pays, c'est quand même 750 000 personnes qui vivent avec une insuffisance cardiaque et d'ailleurs, ce chiffre pourrait augmenter avec la période pandémique qu'on a récemment traversée, qu'on traverse toujours d'ailleurs au moment de se parler. Et avec nous pour bavarder davantage sur cette situation, Madame Francine Forget-Marin, qui est directrice Affaires Santé et Recherche Québec, cœur et AVC, et Madame aussi Marie-Ève Auger qui est avec nous, qui a reçu un diagnostic donc de cardiomyopathie postpartum avec insuffisance cardiaque sévère. C'était en 2010 dans ce cas. Merci d'être avec nous à vous deux. Merci. Bonjour. Merci. Je vais commencer avec vous, Madame donc Forget-Marin, parce que, je le disais, c'est 750 000 quand même, donc, personnes qui vivent avec une insuffisance cardiaque. Et je disais en prémisse aussi que ce chiffre pourrait augmenter en période pandémique. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai, finalement, ce que j'avance? Oui, l'insuffisance cardiaque, c'est un problème de santé qui est grave, qui est en croissance. C'est l'une des maladies cardiovasculaires où le nombre de cas augmente le plus rapidement dans le monde. Vous parlez de post-pandémie. Il y a plusieurs causes à l'insuffisance cardiaque. Entre autres, tout ce qui endommage le cœur peut mener à l'insuffisance cardiaque. Et, la COVID, on sait que ça peut endommager le cœur, les gens qui ont retardé à consulter également. Mais il y a le vieillissement de la population, des facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, la fibrillation auriculaire. Mais ce n'est pas juste les personnes âgées. Les personnes plus jeunes peuvent aussi avoir de l'insuffisance cardiaque. Puis peut-être aussi, parce que les conséquences que ça amène dans une vie, on pourra d'ailleurs peut-être en parler davantage tantôt avec Mme Auger, mais les conséquences peuvent être, peu importe notre âge, justement, vous avez parlé de gens plus jeunes, des gens plus âgés, mais c'est dans nos vies, peu importe l'âge qu'on a, ça entre directement dans notre quotidien. Ça nous empêche, disons, de pouvoir faire des activités qui peuvent paraître parfois banales, mais c'est un frein à ça. Oui, puis aussi, Mme Auger pourra parler de l'impact dans la vie, mais c'est une des maladies cardiovasculaires où il y a le plus d'hospitalisation. Comme par exemple, si on a 5 personnes qui sont hospitalisées pour l'insuffisance cardiaque, bien, le mois d'après, il y en a une personne sur 5 qui va retourner à l'hôpital. Il faut gérer des médicaments, des rendez-vous, des retours au service d'urgence. Ça a un impact sur la personne et aussi les gens qui les entourent. Prévention, sensibilisation, ça demeure quoi, des moyens concrets pour endiguer ce problème-là? Ou... Bien, la prévention, c'est de gérer les facteurs de risque. Si on fait de l'hypertension, du diabète, on a un taux de cholestérol élevé, il faut apprendre à les contrôler, mais aussi avec de saines habitudes de vie, une saine alimentation, de l'activité physique, pas de tabac et puis une consommation modérée d'alcool. Alors, tout ça fait que ça pourrait aider à prévenir. Est-ce que ça prend disons, des prédispositions? Est-ce que si, dans notre famille, on a beaucoup de cas comme ça, est-ce que ça peut arriver? Ça peut, de façon génétique, aussi être héréditaire? Ou, Bien, il y a toujours dans les maladies, pas toujours, souvent un facteur génétique, mais aussi génétique et l'environnement, naturellement, qui les deux jouent. Oui, je comprends. Bien évidemment, je vais aussi me tourner vers Mme Auger parce que je repositionne aussi et je mentionne le fait que vous avez reçu donc un diagnostic de cardiomyopathie postpartum avec insuffisance cardiaque sévère. C'était en 2010. Et Mme Auger, peut-être nous raconter votre histoire. Comment, puis vous êtes encore jeune, mais vous l'avez su donc à un très jeune âge que vous étiez atteinte, donc que vous avez reçu ce diagnostic. Comment c'est arrivé? Si vous pouvez tout d'abord nous raconter votre histoire. Oui, mais moi, dans le fond, c'est en octobre 2009, j'ai donné naissance à mon premier enfant, une jolie jeune fille qui a maintenant 12 ans. Et 5 mois après mon accouchement, mes symptômes étaient arrivés, moi, très graduels dans mon cas. On parle de fatigue extrême, tout le temps la sensation d'avoir une toux, un rhume qui ne veut pas partir, mais mes poumons étaient remplis d'eau. J'arrivais plus à dormir complètement couchée. Il fallait que j'augmente mon nombre d'oreillers. Donc, sur une période de 5 mois, j'étais essoufflée, j'arrivais plus à dormir, mais j'attribuais ça au fait que j'étais nouvelle maman. Donc, je connaissais pas du tout ce que c'était l'insuffisance cardiaque. Donc, j'ai tardé un peu à consulter. Puis, de manière générale, on me disait, t'es une nouvelle maman, ça va se passer, etc.
Et 5 mois après avoir accouché, j'ai été voir le médecin suite à un contact qui m'a fait passer un écho cardiaque. Et à partir de ce moment-là, j'ai été hospitalisée 1 mois. Il n'était même pas sûr que j'étais pour passer la fin de semaine à ce moment-là. Et grâce à différentes techniques, médications, etc., on a réussi à me stabiliser et à me ramener à un niveau où ce que ma qualité de vie est quand même très bonne. Mais c'est sûr que je suis restreinte à plusieurs niveaux. Et quand vous dites je suis restreinte à plusieurs niveaux, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Est-ce que c'est de simplement parfois sortir on sort les ordures ou on monte les escaliers? Pour vous, est-ce que c'est difficile ou... Bien, si on parle d'activité physique, je suis limitée à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'intensité. Comme là, je fais un programme pour me maintenir mon tonus, puis tout ça, puis mon cardio. Mais par rapport à ce qu'une personne de mon âge devrait être en mesure de faire, c'est sûr que c'est très minime. Il y a plusieurs sports que je ne peux pas pratiquer. Puis si on recule dans le temps, au début, mon bébé, quand je suis sortie de l'hôpital, je pouvais même pas la prendre. C'était trop lourd, mes pressions étaient trop basses, j'avais pas la force. Là, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai pris un peu de mieux à ce niveau-là. Mais si on compare avec une personne qui a mon âge, 40 ans, je suis pas du tout au même niveau. Mais quand même, somme toute, ça se maintient. Vous semblez avoir une vie de quand même... vous êtes une maman, donc vous êtes bien entourée chez vous. Ça semble être quand même le cas, oui? J'ai la chance, et ça, c'est un facteur qui est essentiel au niveau de l'insuffisance cardiaque. Le support familial, c'est aussi important que l'équipe médicale, que la médication, que ce soit l'entraînement, le sport, le maintien physique, psychologique. Ouais, tout ça, c'est un ensemble qui fait en sorte que je peux bien fonctionner et être bien malgré ma condition présentement. En tout cas, vous êtes un bel exemple de résilience, je trouve. Puis, justement, comme quoi on peut continuer quand même à avoir un certain mode de vie normal et sain aussi, comme le disait aussi précédemment Mme Forget-Marin. Puis, il nous reste moins d'1 minute et je me tourne vers vous, Mme Forget-Marin. Comment on peut vous aider? De quelle façon, peut-être, en tant que citoyen, on peut intervenir? Est-ce qu'on peut donner des dons, par exemple, pour la recherche ou... Oui, parce qu'un des moyens pour justement prévenir l'insuffisance cardiaque et trouver des nouveaux traitements, c'est de faire progresser la recherche pour créer des traitements, pour améliorer les soins, améliorer les médicaments et aussi d'améliorer le soutien pour les personnes qui vivent avec une insuffisance cardiaque. Toutes les façons pour donner sont déjà au bas de l'écran. Je vous remercie à vous deux d'être venus nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.